3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ce début de saison NBA vous hype autant que moi. Là perso de mon côté, je suis à fond, je dors pas, je bois des litres de café et qu'est-ce que je kiffe. C'est ça la vie de fan NBA, vous connaissez, et même si on vit en décalé, c'est trop bien. Enfin c'est trop bien si la Covid veut bien nous laisser tranquille. En tout cas ce début de saison, j'ai vraiment envie d'en parler, et du coup nous voilà partis en mode coast to coast. Au moment où j'enregistre là, les Sixers affichent un bilan de 7 victoires pour 2 défaites, ce qui représente tout simplement le meilleur record de toute la ligue. Ça en fait du changement par rapport à l'an dernier, pourtant en surface, les changements n'ont pas été complètement ouf dans l'effectif. Ah oui, effectivement, je vois qu'il y a encore Embiid, Harris, Simmons qui ont tant été critiqués l'an dernier. Critiqués, je ne sais pas, mais remis en question, ça c'est sûr. J'ai beaucoup lu ou entendu que ces gars-là n'étaient pas complémentaires, pas compatibles, qu'ils ne pourraient jamais gagner ensemble. Pourtant, en ce début de saison, même s'il y aura encore beaucoup de choses à vivre, ils sont peu à peu en train de prouver le contraire. Et là c'est quelque chose, en vrai j'ai l'impression que même temporairement je n'avais plus vu cette équipe au sommet de la ligue depuis la saison 2000-2001. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais les fans de Philly, autant en profiter. Là dans ma timeline, ils viennent d'affronter les Nets et ont perdu pour la deuxième fois de la saison, la deuxième fois en back-to-back. Les Sixers avaient l'air cramés, ont laissé échapper beaucoup de balles et ont manqué de discipline. Puis faut dire aussi que le contexte était très particulier autour de Seth Curry pendant ce match, on en reparlera plus tard. Pour l'instant ce qui est sûr, c'est que globalement j'ai un échantillon de 9 rencontres, ce qui peut paraître faible mais qui mine de rien représente 13% de la saison actuelle qui est écourtée. Ce n'est donc pas grand chose, je l'admets, mais c'est un minimum significatif. D'accord, mais en fait tout va dépendre du sujet de ton enquête. Donc en fait toi tu viens là sans connaître même le sujet de la vidéo. À travers le contenu d'aujourd'hui, je vais essayer de savoir de façon bien trop précipitée si cette saison est la bonne pour les Sixers. Est-ce que ces 9 matchs sans avoir affronté de réels contenders veulent dire quelque chose ou alors est-ce que c'est juste un feu de paille ? Les 76ers vont-ils continuer sur ce rythme ou alors vont-ils redescendre sur terre aussi vite qu'ils sont montés? Affichent-ils vraiment un nouveau visage ou bien est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux qui cache les mêmes failles qui seraient présentes depuis l'an dernier? Les deux défaites sont-elles vraiment dues à la fatigue ou au back-to-backs ou alors est-ce qu'elles sont plus inquiétantes qu'elles en ont l'air? Et le virus au milieu de tout ça, ça donne quoi? Ça en fait des questions, hein? Alors on ne perd pas plus de temps, on va essayer d'y répondre, c'est parti pour un nouveau Coast to Coast dédié aux Sixers. Pour commencer, resituons un peu le contexte et évoquons la saison dernière. Franchement, après l'élimination à un rebond sur le cercle près face aux futurs champions qu'allaient devenir les Raptors en 2019, il y avait de quoi être hypé. Beaucoup, moi y compris, s'attendaient à retrouver des 76ers revanchards, bien renforcés par l'arrivée d'un Al Horford qui allait apporter sa défense et son expérience. Sauf que très vite, on s'est aperçu que quelque chose clochait. Dans le fond de jeu, il y avait un vrai problème. Avec le départ de Jimmy Butler, Ben Simmons se retrouvait avec l'intégralité des responsabilités à la création. Avec celui de JJ Redick, plus personne n'était capable de dégainer avec constance derrière la ligne. Brett Brown, qui jusque-là avait pu proposer une attaque plutôt mobile, semblait complètement dépassé. Quand on voit que Horford était utilisé essentiellement comme un spot-up shooter, c'est vraiment significatif du problème qu'il y avait. Si défensivement les choses ne roulaient pas trop mal, à Philadelphie en attaque c'était la catastrophe. Le système offensif était bien trop pauvre et le jeu trop stéréotypé. En gros, on cherchait beaucoup trop à jouer vite, parce que sur jeu placé ça n'allait pas, quitte à perdre des ballons bêtes de façon précipitée. Jouer la transition c'est bien, mais ça ne suffit pas, ça ne cache pas les failles qu'il y a sur le jeu demi-terrain, et puis pour faire ça il faut être un minimum discipliné. Parce que ouais, sur jeu placé on cherchait essentiellement à trouver Joel Embiid, et ça s'entend tellement il est dominant. Sauf qu'autour de lui ensuite, tout le monde semblait passif, il suffisait alors de faire une prise à deux pour créer la panique, et provoquer de nouvelles pertes de balles. Avec des Sixers sans réel shooter, les défenses adverses n'avaient aucun scrupule à boucher la peinture, quitte à laisser les extérieurs seuls. Trop facile comme stratégie, non? Eh bien pourtant il n'en fallait généralement pas beaucoup plus pour mettre en difficulté ces 76ers. La défense de zone mise en place par Erik Spoelstra avec le Heat doit d'ailleurs encore filer des cauchemars à Brett Brown. Forcément, vous vous en doutez, avec de telles failles, les résultats collectifs n'ont pas suivi. Quand on attendait l'équipe au minimum dans le top 3 de la conférence, elle a fini à la 6ème place, ce qui est très décevant. Ça m'a valu, à cause d'un pari idiot sur le serveur Discord, de porter une chemise à flamme dans une de mes vidéos d'ailleurs. Mais il y avait pas que moi qui était frustré, les joueurs l'étaient aussi, ça se sentait. Embiid, qui avait sûrement beaucoup trop parlé avant le début de la saison, s'est fait descendre par les fans et les observateurs, c'était de bonne guerre. Le body language de la plupart des joueurs était désastreux, et Brett Brown, malgré de réelles qualités de meneur d'homme, montrait de vraies limites tactiquement. Si évidemment l'absence de Ben Simmons pour les playoffs a eu une incidence, Philadelphie est reparti de la bulle de Disney par la toute petite porte. 4-0 au premier tour, Embiid et ses potes se sont juste fait balayer par les Boston Celtics.
Mais plus que le résultat encore, personnellement, c'est la manière qui m'a posé problème. Des visages fermés, un jeu d'une pauvreté incroyable, peu d'envie, des rotations incertaines. Cet exercice a juste été une catastrophe au vu des attentes placées en l'équipe quelques mois plus tôt. Ah, j'avoue, c'est pas glorieux ce bilan. Fallait sûrement faire quelque chose à l'intersaison pour changer ça. Tout à fait. Et là, parmi les pistes proposées, il y avait deux écoles. La première défendait l'idée de séparer le duo Embiid-Simmons, qui, je le rappelle, comme je le disais en début de vidéo, n'est pas complémentaire aux yeux de beaucoup. Pour ces gens, les deux joueurs ont trop besoin d'évoluer dans la raquette et se marchent trop sur les pieds, ce qui forcément pénalise le spacing de la team. Pour régler ça, qui de mieux que James Harden? Les rumeurs d'échange contre Ben Simmons furent très chaudes à un moment donné. Et il est vrai qu'un duo Harden-Embiid, notamment sur pick and roll, ça aurait pu être létal. L'autre école, dont je faisais partie, et vous le savez si vous me suivez, avait plutôt confiance en ce duo. Ce qui n'allait pas, c'était l'entourage, tout l'entourage, du coaching au supporting cast. Il fallait reconstruire une équipe équilibrée, talentueuse, mais surtout bien guidée autour de ces deux gars. Le discours de Brett Brown avait sûrement fait son temps, désormais il fallait un autre meneur d'hommes. Heureusement, à mes yeux, c'est la solution 2 que la franchise de Pennsylvanie a choisie. Je dois être honnête, même si je suis conscient que ça pourrait beaucoup apporter, notamment offensivement, je ne suis pas vraiment pour la venue de James Harden. D'autant plus si pour lui il faut lâcher Ben Simmons. Après, je me dis qu'en attaque, il pourra sûrement bien plus apporter que Simmons apporte en défense par exemple, mais quand même, je suis pas hyper chaud. Et pourtant, à un moment, je la sentais beaucoup trop arriver. Mon entourage vous racontera comment j'étais en stress à chaque nouvelle notification Twitter. Mais ouf, au moins, jusqu'à aujourd'hui, dans les bureaux, on a collé au discours qui était tenu devant les médias. Embiid et Simmons représentent l'avenir de la team et sont complètement intouchables. Après, on le sait, en NBA, la réalité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Pour évoquer tout ça, du coup, je pourrais parler du nouveau GM, Daryl Morey, qui est arrivé récemment. Le mec, en étant un véritable expert des chiffres, est l'un des tout meilleurs dans son domaine. Je pourrais détailler tout ça avec précision encore, mais à mon sens, ça n'en vaut pas la peine. Ouais, il y a quelques semaines, je lui avais dédié l'intégralité d'une vidéo. Alors plutôt que de me répéter, je vous mets une pastille là-haut et je vous invite à cliquer si ça vous intéresse de connaître un peu l'envers du décor dans les bureaux. Du coup, on enchaîne. Juste avant l'arrivée de Morey, les Sixers avaient recruté Doc Rivers en tant que coach. Il est un mec qui a brillé à Orlando, puis à Boston avant d'être un peu plus en difficulté avec les Clippers, notamment l'an dernier. N'empêche que dans la grande ligue, il est une personnalité reconnue et respectée, ça joue. Même si lui aussi a quelques failles stratégiques, son discours est posé, maîtrisé, et on l'écoute probablement plus que Brett Brown. Sa philosophie a déjà fait ses preuves et pouvait au moins, selon moi, coller avec ce roster de Philadelphie. Ah ouais, je vois en quoi ça a changé. Une refonte totale dans les bureaux, mais un roster resté plus ou moins intact. Eh bien, pas tout à fait, non, même si les cadres que sont Joel Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris sont restés, on a quand même fait du gros ménage autour d'eux. Exit notamment Al Horford et Josh Richardson et welcome Seth Curry, Dwight Howard, Danny Green et Tyrese Maxey. Rien de révolutionnaire à première vue donc, mais quand même, des recrutements plutôt bien sentis. On le disait constamment l'an dernier, il manquait probablement à cette équipe du shoot, de la création, mais aussi de la science du jeu. Normalement là, avec ces gars qui viennent d'arriver, beaucoup de ces aspects sont au moins partiellement compensés. Mais maintenant, rien de nouveau, c'est beau d'avoir une belle équipe sur le papier, encore faut-il prouver sa valeur sur le terrain. Et là, franchement, de manière globale, depuis la reprise, ce que je vois sur le parquet me séduit. Vous vous rappelez, je vous parlais de jeux stéréotypés, de manque de mouvement ou d'absence de spacing l'an dernier. Eh bien ça, depuis l'arrivée de Doc, de manière générale, ça a bien changé. Son attaque, bien mieux construite, s'appuie sur le mouvement, sur le sens du collectif, et c'est important. La circulation de balles chez ces Sixers est devenue une nouvelle force. Au milieu de tout ça, Joel Embiid, qui est définitivement utilisé comme une tour de contrôle désormais, un point center comme l'appelle Doc Rivers. Cette saison, on lui donne la balle, mais plutôt que de le regarder se débrouiller, on lui propose des solutions, des ouvertures, des cuts. Si auparavant les prises à deux étaient un vrai souci pour les 76ers, elles deviennent aujourd'hui presque un avantage. C'est une des premières choses dont nous avons parlé avec Joel. Nous devions être meilleurs collectivement sur la façon dont nous gérions les prises à deux, et il devait être meilleur pour les gérer. Nous lui donnons deux options à chaque fois, le tir ou la passe, et il se débrouille bien. Il veut le ballon pour attirer la prise à deux de façon à initier l'attaque. C'est magnifique à voir. Contre les Knicks, il a été surdominant, et c'est marrant, malgré ses 29 points, c'est sur des passes qu'il a fait des actions clés. Le Camerounais a donc désormais bien plus de possibilités, et dans ce système, il peut réellement s'adapter à ce que la défense lui propose. D'autant plus que cette saison, il a davantage confiance en ses coéquipiers, qui eux mettent des tirs avec beaucoup plus de régularité, ça aide. J'ai retrouvé mon amour pour la passe. L'année dernière, par moment, lorsqu'il y avait des prises à deux et que je faisais une passe, beaucoup de shoots étaient ratés. Cela te frustre et tu commences à te dire que tu dois tout faire tout seul, parce que personne ne met ses tirs. Cette année, je pense que je laisse le jeu venir à moi, et c'est plus facile car il y a des shooters. J'adore vraiment ça, car nos adversaires doivent choisir entre la peste et le choléra. Et s'ils ne font pas de prise à deux en 1 contre 1, je me fous de qui est devant moi. Scorer ou provoquer la faute, c'est ce que je fais le mieux. Comme quoi, ça peut paraître un détail, mais créer du mouvement et offrir des solutions à Joel peut
complètement fluidifier l'attaque de l'équipe de Pennsylvanie. Souvent le pivot ressort la balle et c'est parti. Des fois il y a encore 2-3 passes qui arrivent derrière et ça bouge vite jusqu'à trouver le bon gars ouvert. C'est ultra efficace et notamment lorsque les snipers mettent leur shoot, les stats ne mentent pas à ce sujet. Quand Joel est sur le terrain, les Sixers mettent 8 points de moyenne supplémentaires sur 100 possessions par rapport à l'an dernier. Cela montre qu'il est bien mieux utilisé mais aussi que les gars autour de lui sont bien plus impliqués. Et ça quand on se rappelle les années d'avant, la passivité des joueurs autour du pivot, c'est un grand bond en avant. Ok pour Joel, mais c'est quand même pas lui qui met les shoots, c'est qui ces fameux snipers? Pour moi, la super recrue, c'est Seth Curry. J'entends à droite à gauche qu'il est le nouveau JJ Redick à Philadelphie, et je ne suis pas forcément d'accord. Curry est beaucoup moins un spécialiste de la prise d'écran que l'était JJ. Par contre, il est plus polyvalent, plus créateur, et même plus adroit. Oui, je dis bien plus adroit, et ça peut paraître étrange lorsque l'on sait à quel point Redick est un spécialiste du tir. Vous voulez une stat que j'aime bien et que peu de monde connaît? En termes d'adresse, avec quasiment 45% de réussite en carrière, Curry est le deuxième joueur le plus adroit de toute l'histoire de la ligue, juste derrière Steve Kerr, rien que ça. Je pense qu'avec ce chiffre, vous arrivez à saisir le level qu'est capable d'atteindre l'arrière. Quand une team galère au tir et qu'elle recrute le deuxième shooter le plus adroit all-time, forcément ça lui fait du bien. Puis regardez ses pourcentages, depuis le début de la saison, ils sont juste hallucinants. 25 sur 42 derrière la ligne pour Curry, soit presque 60% de réussite. C'est pas un truc de ouf, dans le match face aux Wizards, là, l'avant-dernier que j'ai pu voir, il nous a posé tranquillement un 6 sur 7 à 3 points. Ce mec là, au périmètre, c'est un génie. En fait, ce qui me plaît, c'est que contrairement à un JJ Redick que j'évoquais plus tôt, Curry lui a un vrai handle. Redick, s'il ne réussit pas à prendre l'avantage sur un écran, en règle générale, ensuite il se retrouve bloqué. Curry, lui, si tu le serres de trop près, il sera tout à fait capable de prendre la ligne de drive qui s'ouvrira à lui pour aller scorer près du cercle. Vu qu'en plus, dans ces situations, son toucher est excellent, c'est très efficace. Les défenseurs ne peuvent pas vraiment se jeter en close-out sur lui, donc et lui profite des espaces pour artiller, j'adore. Et le mieux, c'est que plus la saison avance, plus il se sent à l'aise dans le collectif. Je me sens de mieux en mieux à chaque match. Je connais mes spots, je commence à comprendre où je vais avoir des shoots grâce au système. Doc met en place des actions plus simples où nous pouvons jouer sur nos instincts et avoir un bon spacing. S'il fait en sorte que j'ai de bons shoots, je pense pouvoir les rentrer avec un gros pourcentage. En début de saison, l'important est juste de comprendre comment ces shoots vont s'ouvrir. Tout à fait, Seth, c'est très bien dit. Et pour ceux qui douteraient de l'importance de Curry, regardez le match de jeudi face aux Nets. Sans cette solution supplémentaire, le ballon vivait beaucoup moins que d'habitude, c'était flagrant. Et je dois le dire, c'était plutôt triste aussi. En fait, oui, avoir un pivot dominant entouré de shooters, c'est très bien sur le papier, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi trouver les systèmes qui feront que chacun puisse être complémentaire et trouve sa place. Bien évidemment, c'est là que Doc Rivers rentre en jeu. Si cette année, les 76ers ont augmenté leur pourcentage à 3 points de presque 2 unités, c'est bien sûr parce qu'il y a de meilleurs shooters, mais surtout parce qu'ils sont bien mieux sollicités. Danny Green, qui lui aussi est arrivé pendant l'intersaison, s'habitue au système peu à peu. Très à l'aise en défense, il a pourtant mis du temps à se familiariser avec l'attaque. Mais depuis son déclic face aux Hornets et ses 11 points en premier quart, l'arrière semble peu à peu trouver son groove. Le voici à 14 sur 27 à 3 points sur les 4 dernières rencontres. Lui aussi est un vrai danger derrière la ligne pour les adversaires. Sauf que lui, quand il en parle, il dit que tout le mérite revient essentiellement à Doc Rivers avant les autres. Pour mettre des shoots, tout dépend étroitement de comment les Sixers arrivent à faire circuler la balle en alternant jeu intérieur et jeu extérieur. Si nous shootons bien, c'est juste parce que nous avons des tirs ouverts. Je pense que la plupart des équipes shooteraient bien si elles arrivaient constamment à trouver les gars ouverts. Les tirs non contestés sont bien plus simples. Bien sûr, nous savons qu'au niveau de l'adresse, nous pouvons connaître des passages à vide, ça arrivera. Mais si nous continuons à rechercher le meilleur tir possible pour l'équipe, leur impact sera moins néfaste. Même Ben Simmons et Dwight Howard ont mis leur triple contre Charlotte. Quand tout le monde bouge, que l'envie est là et que le plan de Doc se met en place, tout roule généralement. Et ce qui me plaît, c'est que l'intégralité des joueurs est impliquée dans ce système. Mais parle-moi de Ben Simmons du coup, parce que là, je regarde ses stats, c'est pas mal, c'est complet, mais c'est pas ouf. J'aimerais bien savoir quel est son rôle avec Doc Rivers. Yes, j'y viens, et en fait, avec Doc, Simmons est réellement utilisé comme un meneur de jeu. 13 points par match, ça peut paraître faible comme ça, mais quand en parallèle tu tournes à quasiment 9 rebonds, et cette passe tu es vite pardonné. J'ai vu des gens qui s'inquiétaient car jamais dans sa carrière Ben n'avait scoré aussi peu. Moi, perso, je m'en tape. Pour le moment, les 76ers gagnent de manière générale et tu ne peux rien lui dire. Cela fait partie des choses dont Doc m'a parlé. En tant que meneur de jeu, je dois être le leader de l'équipe. Je dois positionner mes coéquipiers, m'assurer que les gars soient bien organisés. Si j'arrive à faire ça, c'est facile derrière de mettre en place les systèmes. Ce qui me plaît cette saison surtout, c'est qu'il semble faire preuve de plus de patience quand il a la balle. Avant, il avait tendance à se projeter dès qu'il le pouvait en contre-attaque, et désormais, je trouve ses décisions un poil plus réfléchies. Tout comme Joel, il croit au plan de jeu et le respecte à la lettre plutôt que d'essayer de forcer seul. La crédibilité du système de jeu d'un coach vis-à-vis de ses joueurs, je pense que c'est super important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec sa puissance sur les drives, Ben Simmons, quand il va dans la peinture, devient un aimant pour les défenses. Du coup, tout comme Embiid, il est devenu un spécialiste pour ressortir sur les shooters. On a pu avoir des 3 points simplement parce que Ben pousse le ballon, qu'il crée des choses à l'intérieur et qu'il ressort pour ses coéquipiers. Je le trouve excellent pour ça. J'aimerais que tous ceux qui m'écrivaient pour me dire que Ben Simmons et Joel Embiid n'étaient absolument pas complémentaires aillent voir les victoires de ce début de saison et m'expliquent un peu mieux leurs sentiments. Je trouve que ces
délicat de juger de la puissance d'une Ferrari si elle est conduite par quelqu'un qui n'a pas le permis. Doc Rivers, à la mode old school, aime beaucoup insister sur le pick and roll, notamment entre Simmons et Embiid, et honnêtement, le tacticien s'est très vite rendu compte que ça pouvait être létal. Le truc, c'est que si la défense décide de switcher, ça devient très compliqué. L'intérieur adverse se retrouve alors sur Simmons, qui 9 fois sur 10 arrive à le prendre de vitesse. Mais si tu ne switches pas, c'est Joel qui va prendre un temps d'avance pour assurer au poste ensuite. Ce duo avait, je le pense, juste besoin d'être mieux coaché, d'être dans un vrai système. Puis pareil, en parlant de ça, j'aimerais évoquer Tobias Harris aussi. J'ai l'impression qu'on a affaire à un nouveau joueur. Alors au final, peut-être que lui aussi avait juste besoin d'être coaché. Vu qu'en plus, il avait déjà pu passer du bon temps avec Doc Rivers sous le maillot des Clippers, ça a dû l'aider cette saison. Je ne sais pas si c'est à cause de ses retrouvailles, mais je le trouve en surconfiance. Et surtout, il fait preuve de leadership, lui qui depuis son arrivée à Philly était beaucoup trop effacé à mon goût. Écoutez plutôt pour confirmer ça ce que Doc Rivers disait à son sujet suite à la victoire contre les Raptors. Mon action préférée de Tobias, qui n'en est pas vraiment une, c'est lorsque nous avons joué au poste. Il a couru et a reçu le ballon de la part de Ben, puis a crié de descendre le ballon. Il a exigé à ce que nous jouions au poste. Ce leadership et cette dureté dont il a fait preuve, c'était énorme. Et là, il s'éclate, et pourtant en attaque, il dribble moins, tout ça parce que le ballon circule mieux. Il est plus régulièrement impliqué sur pick and roll et n'a plus besoin de forcer en isolation, c'est bien plus beau à voir. D'autant plus que Harris est vraiment un gars qui est capable de briller sans le ballon. Quand Embiid a la balle, Toby présente toujours des cuts bien sentis. Et quand c'est Ben, il s'écarte pour proposer des solutions de tir. Sur ses catch and shoot à 3 points, il est à 50% cette saison, c'est juste de niveau élite. Comme si l'arrivée de Doc Rivers et de son système lui avait rappelé qu'il était capable de se transformer en Hulk. Mais ce n'est pas tout, Harris et ses nouveaux excellent désormais en défense aussi. Pour vous en convaincre, regardez le premier match face à Charlotte. 4 interceptions et 3 contres, il était partout. Quand je le vois faire ça en défense, ça motive tout le monde à faire son boulot. Quand Tobias est arrivé ici, il n'en était pas là où il en est maintenant, il a réellement élevé son niveau. Il a fait un énorme bond défensivement depuis l'an passé, et toute l'équipe en profite. C'est vrai, c'est bien pour ce côté two-way, je pense, qu'il a été élu joueur de la semaine dernièrement. Mais bon, je n'insiste pas trop sur ce côté défensif, parce que je reviendrai dessus plus globalement après. Là, on a fait le bilan du 5 de départ, et je pense que déjà on arrive à capter certaines choses. Un trio Embiid, Simmons, Harris entouré de shooters comme Green et Curry, ça peut faire du bien dans un bon système. Pour ça, je ne le répéterai jamais assez, mais merci Doc Rivers. Dans une vidéo d'il y a quelques temps, je parlais de sa philosophie Ubuntu. Le mec, c'est plus qu'un principe à ses yeux, c'est sa façon de vivre. Encore une fois, je vous mets la pastille là-haut si vous voulez des détails, mais je vais essayer quand même de réexpliquer grossièrement ce que c'est l'Ubuntu. Dans cette philosophie, j'existe à travers vous. Le groupe passe avant l'individu, et chacun doit sacrifier quelque chose qui lui est cher pour que tout le monde aille dans le même sens. Avec les Celtics 2008, notamment avec Kevin Garnett en leader dans le vestiaire, cette vision avait fonctionné du tonnerre. Ça l'avait moins fait l'an passé avec des gars comme Kawhi et Paul George, et je peux le comprendre. Pour que ça fonctionne l'Ubuntu, tout le monde doit faire confiance au système à 100%. Et pour l'instant, même si je ne suis pas dans le locker room à Philadelphie, force est de constater que ça semble porter ses fruits. J'avoue que chez les titulaires là, la complémentarité et l'alchimie, ça semble au top. C'est pareil sur le banc? Eh bien disons que pour moi, c'est le premier point faible, notamment en l'absence de Furkan Korkmaz ou de Mike Scott qui sont actuellement blessés. En fait, j'aimerais que parmi ces remplaçants, il y ait un vrai joker, un vrai dynamiteur. Parce que là, soyons honnêtes, en cas de blessure ou de problème de faute chez les titulaires, notamment à la main ou à l'aile, je ne sais pas trop qui prendra le relais. Ça s'est vu là encore contre les Nets. Suite au match très intense contre les Wizards et aux 60 points de Bradley Beal, Embiid et Simmons étaient épuisés et personne n'a vraiment su prendre le relais individuellement. Dwight Howard est très bon, mais il ne représente pas le profil que je recherche. Shake Milton, j'aime bien aussi, et ce qu'il apporte est cool, mais pour moi ça ne suffit pas pour répondre entièrement à mes attentes. Alors on pourrait aller piocher chez les jeunes Matisse Thybulle et Tyrese Maxey, respectivement sophomore et rookie, mais ce serait se voiler la face de penser qu'ils pourront jouer comme des vêtes. Commençons par Thybulle du coup. Lui est un expert de la défense, mais depuis le début de la saison, il galère en attaque, notamment avec son shoot. Il a eu des petites phases de mieux, mais du point de vue de la régularité, ce n'est pas du tout ça. Peut-être qu'il manque de confiance en lui au tir, et peut-être qu'il lui faut du temps pour se faire au nouveau système. Pourtant, un aussi bon défenseur pourrait devenir très important à l'avenir s'il performait un minimum en attaque. Sauf que pour le moment, c'est flagrant, et il n'ose pas assez. En attaque, des fois, il va au drive au lieu de tirer. Je lui dis régulièrement, bonhomme, quand tu es ouvert, prends-le. C'est dommage, car en défense, il peut être prodigieux. Il va devenir un élément clé, nous le lui disons depuis le début. Matisse sera un joueur essentiel de cette équipe. À lui de s'accoutumer au plus vite au nouveau style de jeu de ces 76ers donc. Pour l'instant, il a encore trop tendance à attendre derrière la ligne que la balle lui arrive, sauf que comme on l'explique depuis le début de la vidéo, l'attaque de Rivers ne fonctionne pas comme ça. C'est ainsi assez logique que s'il ne s'inclut pas dans le mouvement, il ne trouve que peu de position. Tyrese Maxey, lui, le rookie, pourrait lui davantage présenter ce profil d'étincelle.
L'ancien de Kentucky est jeune, naïf, n'a peur de rien et se jette sur tous les ballons. Il fait des interceptions, plonge, remonte le terrain à une vitesse folle et marque des points faciles en transition, ça fait du bien. En plus de ça, il est un expert du flotteur, main droite comme main gauche dont il use et il abuse. C'est malin, ça lui évite d'aller confronter ses frêles épaules aux gros babards qui sont dans la raquette. Alors la présence de Maxi, elle est cool, je l'aime bien, mais laissons-lui le temps de se développer avant de lui donner trop de responsabilités, notamment au tir, où il a du taf. Il faudra qu'il se développe globalement, il lui faudra sûrement un peu de temps et il le sait, il bosse pour ça. Je bosse très dur, au tir, mais aussi dans tous les autres secteurs. Je suis à la salle tous les jours, je fais plusieurs entraînements quotidiens et je prends beaucoup de tirs. J'ai confiance en moi pour progresser. La confiance il l'a, c'est sûr, mais je le trouve pour l'instant trop indiscipliné pour être une option viable à terme dès cette saison. À côté d'eux, Furkan Korkmaz et Mike Scott, qui peuvent mettre des tirs même s'ils sont très irréguliers et qui, comme on le disait, sont blessés en ce moment. Il y a Shake Milton aussi qui me plaît beaucoup et qui en tant que dynamiteur a un vrai rôle à jouer avec Doc Rivers, surtout que le coach l'apprécie beaucoup. Ce n'est pas nul loin de là, mais ça semble quand même un cran en dessous des grosses écuries qui, elles, présentent réellement un deuxième 5 de départ sur leur banc. Encore une fois, ça s'est vu face aux Nets qui, sans KD et sans Kyrie, ont su s'en tirer grâce à l'immense profondeur qu'ils ont dans leur rotation. Par contre, je l'évoquais rapidement en parlant d'Howard tout à l'heure, c'est au poste 5 qu'il me plaît bien, ce banc des Sixers. Outre Dwight, Philly possède Tony Bradley ou Vincent Poirier. En cas de pépin donc, il y a du monde derrière Joel, mais soyons francs, personne n'apportera non plus autant que le Camerounais. Par contre, de manière générale, il y a du mieux. En fait, l'un des plus gros soucis des Sixers ces dernières années, c'était l'irrégularité de leur défense. Quand Embiid sortait ou était absent, tout devenait perméable dans la raquette. Ben Simmons a beau être mobile, il ne peut pas tout faire. Parfois, il arrivait qu'un match bascule en à peine 5 minutes dès que le pivot arrivait sur le banc. En tant que fan, il y avait vraiment de quoi se frustrer. Sauf que cette saison, il y a du changement, et si Philadelphie affichait le meilleur defensive rating de la ligue avant le match face aux Nets, ce n'était pas un hasard. Et puis aujourd'hui, l'équipe est toujours deuxième dans ce secteur, juste derrière Cleveland. Ce qui change maintenant, c'est que Doc Rivers peut faire sortir Embiid quand il veut, parce que derrière, il a D12, qui à coup sûr mettra de l'intensité. Enfin maintenant, j'imagine qu'on doit plus dire D12, mais D39. Le mec se bat au rebond, crie, pose des contres, des écrans, il montre l'exemple en défense, il place tout le monde et assume à merveille le rôle de bon vétéran qu'il est. Son titre aux Lakers l'an dernier semble lui avoir donné des ailes, et c'est tout bénef pour les Sixers. Après, attention quand même, avec son intensité et sa grande bouche, il peut très vite se mettre les arbitres à dos. Ses 6 fautes en seulement 15 minutes à Brooklyn face à des refs qui ne lui ont fait aucun cadeau sont là pour le prouver. Mais globalement, encore une fois, quand Dwight reste focus et ne se frustre pas, il apporte une vraie plus-value. Face à Philly, cette saison, les adversaires shootent à moins de 50% dans la raquette, et aucune autre équipe de la ligue n'affiche de telles stats. Ça montre bien à quel point c'est compliqué d'aller scorer près du cercle face à ces Sixers. Puis ça permet aussi à la team de remporter des matchs, même lorsque l'adresse n'est pas au rendez-vous. L'autre jour, face à des Raptors qui au début rentraient tous, c'est finalement la défense qui a sauvé la franchise de Pennsylvanie. C'est juste du combat, et ça fait plaisir d'obtenir ce genre de victoire. Tenir les Raptors à 37 points en une mi-temps, un soir où au shoot nous sommes en difficulté, prouve que lorsque l'on se bat, on peut gratter des victoires autrement. Là encore, c'est tout à fait ça, surtout quand en plus, pour la défense au périmètre, tu as Ben Simmons, l'un des tout meilleurs de la ligue dans ce domaine. Quand on voit que son physique et sa taille lui permettent sans souci de défendre sur les 4, mais que sa vitesse, son envergure et ses appuis peuvent complètement étouffer en arrière, forcément ça envoie. Regardez les guards, la plupart du temps face aux Sixers, très souvent ils galèrent. Seul Bradley Beal jusque-là a vraiment brillé, c'était mercredi soir. Le gars au bout de 3/4 temps avait mis 57 points, rien que ça, mais dans la dernière période, Simmons a pris le relais de Green et s'est occupé de son cas. 3 points à seulement 1 sur 6 pour Beal dans les 12 dernières minutes, il a littéralement été refroidi par Ben. Pour résumer en quelques mots, je pense que vous l'avez compris, le duo défensif que forment Embiid et Simmons peut vraiment faire très mal. Ben a tellement de skills, du coup nous essayons de toutes les faire ressortir. Il sait utiliser sa taille, sa longueur et ses instincts sont incroyables. C'est quelque chose que je ne savais pas avant de le coacher. Défensivement, il fait partie des meilleurs de la ligue. De ce côté-là, avec lui et Joel, nous avons une combinaison de joueurs de grande taille qui nous permet de faire énormément de choses. Ça a le mérite d'être clair selon Doc Rivers. Danny Green, lui, qui en connaît un rayon sur la défense, dit carrément qu'avec leur taille, leurs réflexes et leur footwork, ils sont d'ores et déjà tous deux candidats au trophée de défenseur de l'année. Ça aussi, c'est plutôt limpide. Ah ouais, Simmons, Embiid, Tybalt, mais aussi Green, Howard, Harris, je comprends mieux pourquoi ils font partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Tu l'as dit, Bouffi, sur la plupart de ces 9 matchs, ils ont montré des choses magnifiques. Mais justement, 9 matchs, c'est peu et l'échantillon est très faible pour tirer des conclusions définitives. Ce qu'on a vu a beau être hypant, on ne peut pas non plus être sûr que ça va durer, d'autant plus au vu des adversaires qu'ont connu les Sixers jusque-là. Les seuls adversaires que Philadelphie a rencontrés et qui aujourd'hui ont un bilan au moins équilibré sont le Magic, les Knicks, les Cavs et les Nets. Et en plus, sur ces 4 rencontres, Philadelphie en a perdu 2, c'est parlant. Ceci dit, afin de rester
positif, on retiendra une chose. La plupart du temps, les Sixers gagnent les matchs qu'ils doivent gagner, contre les équipes supposées plus faibles. Ça, c'est un truc qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps en Pennsylvanie. Les deux seules défaites ont eu lieu lors de back-to-back, avec des joueurs importants qui étaient blessés ou mis au repos, comme Joel Embiid ou Seth Curry. Puis face aux Nets, en plus de ça, le contexte était bizarre, parce que Seth Curry a appris dès le premier quart-temps qu'il était positif à la Covid. Là, j'imagine que les gars qu'il fréquente depuis plusieurs jours et qui étaient assis juste à côté de lui sur le banc, notamment Joel Embiid, ont flippé. Ouais, faut rappeler que le pivot vient d'être papa, et il a un enfant en bas âge qui a 3 mois. Je pense que c'est pas les meilleures conditions possibles pour jouer les 3 derniers quart-temps d'un match. Donc ça n'expliquera pas totalement la déroute face aux Nets, il y a bien d'autres choses, mais ça peut donner quelques pistes. Là, franchement, cette situation toute neuve à Philadelphie crée des complications, et je sais pas du tout où ça va les mener, donc peut-être que d'ici la sortie de la vidéo, il y aura plus d'infos. Donc ouais, faut le dire, j'étais hypé par beaucoup de choses depuis le début de la saison, mais la rencontre face à Brooklyn a créé en moi quelques interrogations. Là, j'ai vu que quand la fatigue était présente en back-to-back, l'envie n'y était plus, et ça change tout. On avait parfois l'impression de revoir les Sixers de l'an dernier, comme s'il suffisait d'un tout petit gravier pour faire sortir cette team de sa trajectoire, et ça fait peur. Là, le gravier, par exemple, c'était l'absence de Curry, et des aléas comme ça, il y en aura d'autres. Surtout qu'on sait pas, ce gravier, ça pourrait être un rocher, son test positif pourrait être un enchaînement de mauvaises choses pour ces Sixers. Comment vont-ils gérer ça? Comment vont-ils rebondir suite à ça? Je ne sais pas. Surtout que cette équipe me laisse dubitatif quant à sa capacité à gérer des facteurs incertains. Voilà pourquoi j'aimerais encore plus qu'en sortie de banc, il y ait un vrai dynamiteur régulier capable d'apaiser toutes les choses quand il y a le feu. Ce sera vraiment important pour ces Sixers s'ils veulent aller loin cette saison. Donc la vérité, c'est que pour le moment, et encore plus avec la situation incertaine que l'on vient d'apprendre, c'est encore bien trop tôt pour savoir si c'est leur année ou pas. Moi perso, malgré toutes les choses positives que j'ai listées dans cette vidéo, il y a encore des choses qui m'embêtent vraiment. Je ne vais pas le cacher, parfois il en faut peu pour que leurs vieux démons ressurgissent. Si pour l'instant ça ne leur a pas trop joué de tour, je trouve que quand l'avance augmente, il y a du relâchement dans cette équipe, du vrai. Ça, j'aime pas. Mercredi, par exemple, face aux Wizards, ça a failli leur être fatal, et ça le sera probablement face à une équipe plus performante. Quand l'écart grandit, les gars sourient, se jettent en contre-attaque, envoient des passes aveugles, des alley-oops, alors c'est fun, c'est sûr, mais perso, ce n'est pas ce que j'attends d'eux. Dans la ligue, les Sixers sont encore dans le top 5 des équipes qui perdent le plus de ballons, et quand on voit comment ils sont perdus, ces ballons, c'est impardonnable. Je pense qu'au moins un tiers de ces turnovers sont évitables, alors attention à l'excès de confiance, ce n'est jamais bon. Là-dessus, il leur faudra peut-être un électrochoc, une grosse déroute, suite à laquelle j'espère bien que Doc leur remettra vraiment les idées en place. Je le redis parce que c'est important, je ne suis vraiment pas un grand fan de leur attitude lorsque l'écart augmente. Parlez-en à LeBron ou à Kawhi pour les plus récents champions, si tu veux gagner un titre, tu te dois d'être focus pendant 100% de la durée d'un match, voire d'une saison. Les Sixers n'en sont vraiment pas là, et c'est dommage. Heureusement, j'ai l'impression que des vétérans comme Dwight Howard ou Danny Green veillent au grain, et c'est tant mieux, ça limitera la casse. Du coup, si je fais le bilan, il y a quand même des choses très positives, mais tout est loin d'être rose, donc des avantages et des inconvénients. Mais tu vas nous laisser comme ça, avec un tel bilan, sans même te mouiller? Vraiment, tu me connais mal, toi. J'ai posé une question dans le titre et bien sûr que je vais essayer d'y répondre, même si c'est hâtif. La première chose dont on peut être sûr, c'est que les Sixers sont mieux partis que la saison dernière. C'est déjà bien. L'équipe paraît beaucoup plus complémentaire et équilibrée. En plus de ça, le discours de Doc semble super bien passé. La défense est performante, la balle circule, les shooters mettent dedans, que demande le peuple? Si ça mûrit un minimum, qu'il n'y a pas de blessures et que la situation Covid est vite surpassée, franchement, ça peut viser de grandes choses. Allez, je me lance. L'objectif des Sixers, c'est quoi? Le titre, personnellement, je n'y crois pas. Je les trouve pour l'instant trop justes. Pour viser si haut, je trouve par exemple que leur banc est bien trop inexpérimenté. Je trouve aussi qu'il y a des chutes de focus très régulières, et ça, faudra les gérer. Enfin, je ne sais pas vraiment quel effet pourrait avoir les situations incertaines sur cet effectif, et ça également, ce sera quelque chose qu'il faudra savoir surpasser. Par contre, je le dis et je vais finir là-dessus. Si tout continue dans ce sens globalement, et que certains soucis se règlent au moins partiellement avec le temps, un top 3 à l'Est ou une finale de conférence me semble tout à fait réalisable pour les hommes de Doc Rivers. Voilà pour ce qui est des Philadelphia 76ers, voilà pour ce qui est de mon 38e Coast to Coast. Et vous les Sixers, vous y croyez? Vous les voyez terminer à quelle place à l'Est et accéder jusqu'à quel tour de playoff? Mettez-moi vos pronos dans les commentaires, ça m'intéresse. Puis il y a moyen que je m'amuse aussi à faire des calculs pour connaître un peu les tendances de la communauté. Vous ne le savez pas parce que je le fais en scred, mais c'est très souvent que je calcule des trucs comme ça me fait kiffer d'avoir votre avis global. Ensuite, je ne le répéterai jamais assez, pour avoir une vision complémentaire de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça se passe. Là par exemple, on vient de sortir une série en 2 tomes sur l'origine du nom des franchises NBA. Franchement, il y a des anecdotes croustillantes de temps en temps, et ça valait le coup de faire des recherches là-dessus. Donc allez jeter un œil, vraiment, vous m'en direz des nouvelles, et je vous mets une pastille encore une fois là-haut. Pour débattre avec la commu, vous maîtrisez, c'est sur Discord, et pour suivre mes projets au quotidien, vous le savez aussi, c'est sur Instagram. Rien de sorcier, comme pour Tipeee, il y aura tous les liens nécessaires dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne, on active la cloche, on lâche un maximum de pouces bleus, et on pose ses meilleurs commentaires. Oh, ça, c'est bon. Hashtag 4 à la suite, la team. Puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez même faire un tour sur mon Tipeee, c'est indispensable pour la chaîne et ça soutient grave. Merci à tous ceux qui participent déjà d'ailleurs, vous êtes une aide de ouf. Alors je compte sur vous l'équipe, à très vite.